Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique pose cette question en une de son prochain numéro. L'opposition au Cameroun est-elle la plus bête d'Afrique? Question pour le moins provocatrice. Mais la réponse, elle est simple, Catherine, et elle ressort de la lecture de cet article signé Mathieu Olivier. Sauf à se rassembler derrière une candidature unique, les adversaires de Paul Biya n'ont pratiquement aucune chance de peser dans le cadre d'une élection à un seul tour. Or, on sait que quelles que soient les évolutions, les tractations d'ici au 12 octobre, ils seront face à Biya 11 opposants à voir leur nom figurer dans les bureaux de vote, puisque la liste, elle est désormais figée et les bulletins sont imprimés. Alors, une fois de plus au Cameroun, le choc des égos, le poids des intérêts ont rendu improbable toute perspective d'union. Alors on peut certes déceler, sans doute à juste titre, la main du pouvoir derrière les péripéties qui ont conduit à l'éviction de Maurice Kamto, qui était le plus crédible des adversaires de Biya. Mais Kamto paie aussi, et je dirais surtout, sa propre faute, celle d'avoir joué la carte du boycott des élections locales et législatives de 2020, alors que la loi oblige toute formation souhaitant présenter un candidat à la présidentielle à compter des élus dans ses rangs. Alors dans l'impossibilité de faire acte de candidature sous sa propre étiquette, Kamto a donc eu recours à un plan B, passablement foireux, aisément manipulable, qui n'a pas fonctionné. Résultat, on se retrouve actuellement avec une opposition émiettée entre deux grands barons du Nord, tous deux anciens ministres et qui se détestent cordialement, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary, et une demi-douzaine d'autres candidats, certes individuellement tout à fait respectables, mais condamnés à ne faire que de la figuration, Catherine. François Soudan, un homme qui observe l'Afrique depuis Paris, 30 ans de chronique, de confidences, de coulisses du pouvoir. Sa réputation, celle d'un styliste de la formule assassine. Mais au Cameroun, son dernier verdict résonne comme un glas. L'opposition camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? Un article signé Mathieu Olivier. Une phrase simple, mais qui dit tout. Et derrière cette sentence, c'est le miroir du drame national qui se dresse. Car oui, il faut bien le dire, le Cameroun vit une tragédie politique sans fin. Depuis 1982, Paul Biya règne. 42 ans au pouvoir, une longévité qui ailleurs relèverait presque du mythe. Mais ici, c'est un poids. Le poids d'une génération sacrifiée, condamnée à vieillir sous le même visage, la même voix, les mêmes promesses suspendues. Alors l'opposition, elle devrait être le souffle, la respiration, la relève, elle devrait être cette lumière qui perce la nuit, ce vent qui ébranle la forteresse du pouvoir. Mais voilà le constat de François Soudan. Chaque fois qu'une fenêtre s'ouvre, elle se referme aussitôt. Chaque fois qu'une chance apparaît, elle disparaît dans les luttes internes, dans l'orgueil, dans l'incapacité à s'unir. Oui, dans ces conditions, François Soudan, on imagine que les 11 candidats en lice face à Paul Biya n'ont pas grand-chose à espérer. Ah oui, face à un Biya immense favori qui, comme lors de la précédente élection en 2018, se contentera sans doute, et encore ce n'est même pas sûr, de tenir un unique meeting électoral, les candidats de l'opposition en sont réduits à se battre entre eux pour savoir qui sera le meilleur parmi les perdants. Pour certains, il s'agira de se placer dans la perspective d'intégrer le futur gouvernement. Pour d'autres, d'attendre que la nature, si je puis dire, finisse par imposer d'elle-même une alternance, Catherine. Et dernière question, François Soudan. Que pensent les Camerounais face à cette situation? Ils vous semblent résignés, pour nombre d'entre eux en tout cas. Résigné, c'est le mot. Mathieu Olivier parle dans son article de léthargie nationale et il n'a pas tort. Vous aurez remarqué que l'invalidation de la candidature de Kamto n'a pas soulevé au Cameroun de mouvements de protestation ou d'émotions comparables avec ce que l'on voit actuellement, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis les évictions de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam du jeu électoral. Ce qui ne signifie évidemment pas une absence de mécontentement, les frustrations, le désir d'alternance. Tout cela est très présent. Ce qui manque, c'est une opposition suffisamment responsable pour s'unir et incarner l'alternance, Catherine. Mais ces mots ne resteront pas sans réponse. Mamadou Mouta, président par intérim du MRC, entend relever le gant. Pour lui, qualifier l'opposition de, je cite, la plus bête d'Afrique n'est pas seulement une offensive aux hommes politiques. C'est une insulte à la dignité de tout un peuple qui lutte malgré la peur et la répression pour une démocratie qu'on lui refuse déjà trop longtemps. À Monsieur François Soudan. Je viens de tomber sur des mots qui m'ont laissé sans voix.
L'opposition camerounaise est la plus bête du monde. Non seulement ses propos sont une insulte à la dignité des Camerounais qui luttent pour la démocratie et la justice, mais ils constituent également un appui voilé au régime violent de Paul Biya qui tue, emprisonne les opposants, affame les femmes et les enfants. En tant que journaliste, François Soudan devrait savoir que son rôle est de rapporter les faits de manière objective et impartiale, et non de proférer des insultes et des mensonges. La déontologie journalistique exige que les professionnels des médias respectent la vérité et la dignité des personnes, et ne se laissent pas influencer par des intérêts personnels ou politiques. Mamadou Mouta rappelle que le vrai problème n'est pas l'opposition elle-même, mais bien Paul Biya et son régime. Depuis plus de 40 ans, Biya règne en maître incontesté, sabordant les bases même de la démocratie. Le président par intérim du MRC dénonce une scénographie politique soigneusement orchestrée. Des partis dits d'opposition créés de toutes pièces pour donner l'illusion du pluralisme, pendant que le véritable pouvoir verrouille le terrain. Alors oui, l'opposition est divisée, fragile, en proie à des luttes internes, mais cela serait risible, presque secondaire. Et si ce n'était l'ampleur de la répression étouffante et la peur qui gangrène la société camerounaise? Mamadou Mouta parle d'un silence de cimetière, ce mutisme qui vient quand la survie l'emporte sur l'espoir et l'action collective. Et face à cet état de lieu, il interpelle: à quoi bon critiquer l'opposition sans s'attaquer à ce système inflexible qui broie les ambitions et muselle les voix? À quoi sert la fragmentation quand la démocratie est déjà un combat inégal? Il est temps que François Soudan se rappelle que son rôle est de servir la vérité et la justice, et non de servir les intérêts d'un régime autoritaire. A-t-il déjà vu un enfant en fin de vie parce que sa mère elle-même est malnutrie? A-t-il déjà assisté au désespoir d'une mère dont les enfants sont otages de Boko Haram parce que Biya préfère une guerre inutile dans le Nozo au détriment de la protection du peuple du Nord contre des fous de Boko Haram? Que compte pour lui? Les billets? La vie? A-t-il vendu sa conscience pour de l'argent? Je dénonce ces propos irresponsables et je demande à François Soudan de se rétracter et de présenter des excuses à l'opposition camerounaise et au peuple camerounais. Si François Soudan qualifie l'opposition camerounaise de plus bête d'Afrique, et si Mamadou Mouta répond avec indignation, nous ne sommes pas ici pour alimenter la polémique. L'enjeu, c'est de comprendre ce qui fait que dans certains pays, les transitions politiques semblent impossibles et pourquoi l'opposition peine à se structurer, à s'unir, à devenir un contre-pied ou alors un contrepoids efficace. La situation camerounaise n'est pas unique. Partout dans le monde, des régimes très longs génèrent des dynamiques similaires. Concentration du pouvoir, personnalisation du leadership, affaiblissement des institutions indépendantes. Et c'est exactement ce contexte qui explique en grande partie les fragilités de l'opposition. Il ne s'agit pas seulement de stratégies ratées ou d'erreurs personnelles. Il s'agit d'un système qui structure la faiblesse de ceux qui pourraient le défier. Prenons un instant pour observer ce qui se joue. 42 ans de pouvoir d'un même président ne transforme pas seulement la politique, il transforme les comportements, il transforme les mentalités, les attentes. Les citoyens apprennent à vivre avec le pouvoir dominant, à composer avec lui, parfois même à l'accepter par nécessité. L'opposition dans ce cadre n'est pas seulement affaiblie, elle est immergée dans une culture de survie politique. Chaque mouvement, chaque initiative doit tenir compte de cette réalité, ce qui limite ses marges d'action et fragilise ses alliances. Le problème n'est pas seulement la division, c'est le paradoxe. Pour qu'une opposition fonctionne, il faut qu'elle soit cohérente et unie. Mais pour se structurer et se coordonner, il faut un espace politique sécurisé, un environnement où les initiatives peuvent exister sans crainte de répression. Or, dans le contexte camerounais, cet espace est étroit, souvent invisible. Ainsi, l'échec apparent de l'opposition est en réalité le reflet d'un cadre institutionnel qui l'entrave,
d'un système où la compétition est plus symbolique que réelle. C'est là que la neutralité devient essentielle. On peut critiquer les faiblesses de l'opposition, mais il serait injuste de le faire sans mesurer la puissance de l'obstacle qu'elle affronte. La faiblesse perçue est aussi et peut-être surtout une conséquence d'une longue concentration du pouvoir, d'une stratégie politique où l'opposition réelle est marginalisée et où le jeu démocratique est limité à une apparence de pluralisme. Au-delà du jugement, le rôle des citoyens, si cette réflexion s'élargit, elle conduit inévitablement au rôle du citoyen, car la dynamique politique ne se résume pas aux acteurs officiels. Le comportement des citoyens, leur capacité à s'informer, à s'organiser, à exiger la transparence, influence directement l'efficacité de toute opposition. Le silence, la peur, la résignation ne sont pas des traits particuliers d'une nation ou d'un peuple. Ils sont souvent des réponses rationnelles à un environnement où le risque dépasse le bénéfice. Dans ce sens, la critique doit aller au-delà des hommes politiques. Elle doit interroger le système, les mécanismes de pouvoir et le climat social qui en résulte. Il est tentant de résumer la situation par une phrase. L'opposition est bête ou le système est implacable. Mais la réalité est plus complexe. Chaque acteur, chaque parti, chaque initiative doit composer avec une architecture politique qui favorise l'immobilisme, la fragmentation, les conflits internes. Les hésitations tactiques ne sont pas seulement des fautes individuelles, ce sont aussi des produits d'un système structuré pour neutraliser la concurrence. Ainsi, cette réflexion invite à une lecture plus nuancée. Comprendre le Cameroun, c'est comprendre les contraintes, les mécanismes de pouvoir, les effets de 42 ans de règne et les stratégies de survie qui en découlent pour tous les acteurs. L'échec n'est jamais purement personnel, il est souvent structurel. Finalement, ce que cette analyse nous enseigne, c'est la complexité du paysage politique camerounais. Il y a des critiques légitimes, des jugements sévères et des réactions émotionnelles. Mais derrière cela, il y a une réalité systémique. L'opposition peut être divisée, fragile, hésitante. Le pouvoir peut être concentré, inflexible, dominant. Et les citoyens peuvent être silencieux, par peur ou par pragmatisme. Comprendre cette dynamique, c'est sortir du jugement rapide. C'est voir le Cameroun non pas comme un échec moral, mais comme un pays traversé par des contraintes historiques, politiques et sociales très fortes, où chaque acteur tente de naviguer dans un environnement complexe. Et cette perspective nous rappelle que la réflexion politique doit aller au-delà des phrases assassines ou des coups de gueule médiatiques. Elle doit interroger le système, les institutions et le rapport de force réel. Et surtout, elle doit éclairer les spectateurs et citoyens sur la nature même des défis à relever pour que la démocratie devienne véritablement un espace d'action et non une illusion de choix. Merci à tous.